Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans ce format de webinaire ce mois de décembre sur le thème du froid et du CVC avec ce thème-là qui est au cœur certainement des consommations et qui a un poids très important dans vos consommations de vos bâtiments. Donc, c'est particulièrement vrai dans les environnements où la chaîne du froid est indispensable. Bien sûr, certains d'entre vous ont des commerces alimentaires, parfois de la restauration collective, de la restauration d'entreprise ou même de la logistique du frais. Donc, le froid est globalement très énergivore, mais c'est aussi un enjeu sanitaire, un enjeu réglementaire. Donc, ça pèse grosso modo 50% ou plus des usages en termes de consommation de vos bâtiments. Donc, c'est un pilotage parfois même difficile avec un manque de visibilité, des référentiels qui ne sont pas forcément complets et des données qui ne sont pas totalement fiables. Donc, ces installations sont en plus soumises à un cadre réglementaire qui se resserre fortement. Vous le savez, décret tertiaire, décret BACS, mais aussi la révision F-Gaz ou les règles incendie. Donc le froid et le CVC deviennent des leviers stratégiques à la fois de performance énergétique, mais en même temps de conformité. Donc la filière qui était réunie, la filière du froid, qui était réunie en a pris acte puisqu'elle se réunissait il y a 2 jours, notamment avec l'Association française du froid, avait intitulé son événement annuel Le froid sous pression. Donc ça, c'est un titre qui résume parfaitement cette accélération réglementaire et les arbitrages technologiques parfois complexes auxquels vous êtes confrontés. Et donc cette pression ouvre aussi la voie à des opportunités, en tout cas on l'espère, et à des solutions, des technologies qui pourront en tout cas vous apporter des réponses en termes de performance et en termes de conformité réglementaire. Donc je suis très heureux d'accueillir pour éclairer ces enjeux aujourd'hui pour la première fois. Donc c'est une édition tout à fait spécifique, tout à fait spéciale, un média qui s'appelle Chaud-Froid Performance, qui est représenté par Faustine Sapa, rédactrice en chef de cette revue. Bonjour Faustine. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Eh bien, écoutez, on est ravis. En tout cas, c'est un moment important dans les webinaires que Sobre réalise, d'avoir ce média de référence qui est le vôtre. Et puis, à vos côtés, nous recevons aussi Solstice Advanced Materials, qui est représenté par Mohamed Youbi Idrissi. Bonjour Mohamed. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et Xavier Kaufmann, également, qui est bien connu dans le domaine de la distribution. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud, et bonjour à toutes et à tous. Donc Solstice, je le rappelle juste en 2 mots, qui est une ancienne division de Honeywell et qui maintenant donc officie sous cette marque et qui gagne à être connue. Et enfin, Jonas Safon, qui apportera une vision opérationnelle. Bonjour Jonas, sur la mesure des économies d'énergie liées à notamment les optimisations sur le froid. Bonjour Jonas. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc voilà, donc un panel d'intervenants très riche ce matin et je suis ravi de commencer cette session. Donc juste pour vous donner un petit peu de visibilité sur le sujet qu'on va aborder, on va bien sûr adresser le panorama des obligations réglementaires qui sont liées au froid et au CVC. Et vous le savez, il y a quand même des évolutions qui sont importantes et qui ont été aussi annoncées, même si elles doivent être confirmées dans les semaines à venir. Notamment, je fais référence, et on va en discuter avec Faustine, du décret BACS, mais pas seulement. Les solutions Solstice, notamment sur l'aspect, bien sûr, du froid et les optimisations. On va rentrer dans le détail sur les solutions techniques. Et enfin, bien sûr, sur la mesure et de cette performance. Juste avant de commencer, on commence toujours par 2 petites questions très simples qui nous permettent de comprendre un petit peu la maturité de votre maturité sur ces questions. Et normalement, doit s'afficher sur votre écran une première question sur tout simplement, j'ai cité rapidement les réglementations récentes qui vous impactent et vous avez certainement mis en œuvre des actions pour vous mettre en conformité. La question est très simple, c'est-à-dire est-ce que vous avez constaté déjà des résultats mesurables sur vos installations CVC et froid suite à des mesures que vous avez prises liées à ces réglementations. Donc ça nous permet de comprendre un peu les actions engagées et si vous avez en tout cas déjà des premiers résultats qui sont liés à cette
pression et à l'évolution des réglementations qui vous impactent, notamment sur le froid et le CVC. Donc là, je vous laisse répondre et je pense que effectivement, donc là, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Vos réponses vont nous aider à comprendre un peu votre réalité de terrain et puis ça introduira aussi tout simplement les précisions donc on va pouvoir apporter notamment avec Faustine et puis ensuite après sur les solutions. Donc aujourd'hui des résultats, finalement vous en avez peut-être, en tout cas, vous ne savez pas. C'est ce qui ressort de ce sondage à la volée qui vaut ce qu'il vaut, mais qui vous donne un petit peu qui nous donne un petit peu la tendance. En tout cas, vous ne savez pas vraiment ce que ça vous apporte en termes d'économie d'énergie. Donc, le deuxième point, est-ce que vous avez à ce moment-là un référentiel, même si on peut dire que vous n'avez pas encore les résultats, mais est-ce qu'en tout cas, vous avez un cadre méthodologique ou un référentiel de données qui vous permet de suivre même si vous n'en avez pas encore mesuré les impacts, un suivi réel de vos actions et on peut supposer que sur la base de ce référentiel, vous pourrez en avoir des résultats dans les prochaines semaines, années, en tout cas sur une échéance, on va dire, d'au moins 2-3 ans. Donc, je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez ce référentiel déjà en place et ça nous permettra ensuite d'enchaîner sur justement les aspects de mesure, notamment dans la dernière partie de ce webinaire. OK, donc là, vous êtes plutôt sur déjà un référentiel, donc un référentiel qui est déjà posé, mais qui n'a pas encore apporté ses résultats et ses mesures. Et on suppose que dans les 2-3 prochaines années, vous avez raison, il y a encore notamment les échéances de 2030 avec le décret tertiaire, ce qui vous permettra là encore vous avez encore un petit peu de temps pour avancer. Donc, sans plus attendre, je vais simplement vous rappeler donc Sobre Énergie, c'est une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste. Nous sommes positionnés sur deux métiers essentiels, à la fois éditeur de logiciels avec une plateforme Datamark Neo et en même temps, nous sommes auditeurs. Nous réalisons en tant qu'assistants à maître d'ouvrage des prestations d'audit énergétique, d'audit GTB, qui nous permettent de modéliser les impacts des actions de performance énergétique sur des travaux pour atteindre, par exemple, les échéances du décret tertiaire, notamment les moins 40%, entre autres. Voilà, donc je vais sans plus attendre, évidemment, vous laisser la parole, Faustine, pour que vous puissiez nous dresser ce panorama des obligations réglementaires et que tout simplement, tout en ciblant bien sûr les mesures qui sont les plus impactantes pour le froid et le CVC dans les bâtiments tertiaires logistiques, retail bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Merci beaucoup, Faustine. Je vous laisse la main. Et surtout, avant de commencer, je vous rappelle simplement à notre audience qu'il y a un petit chat à l'intérieur duquel vous pouvez poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, dès que vous avez une question, de la noter et puis on y répondra à la fin. Merci beaucoup. À vous, Faustine. Merci Arnaud, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais effectivement essayer de dresser un petit panorama, rappel de la réglementation. Juste avant, peut-être un petit mot sur la revue CFP. Donc Arnaud l'a dit, c'est une revue de référence dans le domaine de l'énergie et du bâtiment. C'est une vieille dame respectable maintenant, elle a plus de 80 ans. Voilà, donc elle s'adresse aussi bien aux concepteurs, industriels, installateurs, distributeurs, toute la chaîne des acteurs donc, de ces deux thématiques dans lesquelles il y a beaucoup d'activités, donc qui sont le bâtiment et l'énergie. Donc ça rassemble environ 50 000 lecteurs par numéro, puisque c'est un taux de circulation de 3, je ne sais plus combien, 3,4, voilà, donc dans une entreprise, donc ça circule beaucoup, ce qui en fait la revue la plus lue du secteur, avec ses 11 parutions par an, donc qui traitent d'actualité et aussi de dossiers techniques, des interviews, voilà. Tous les 2 ans, nous avons les trophées de l'ingénierie performante, organisés avec l'association de bureaux d'études industriels ICO. Et la prochaine édition approche à grands pas puisque c'est Interclimat 2026. Donc, d'ores et déjà, si vous avez des projets intéressants que vous avez envie de mettre en lumière, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on pourra en discuter. Et enfin, bien sûr, on est aussi sur la partie numérique avec tout ce qui est IMAG, site internet et newsletter. Et d'ailleurs, en début d'année, on aura l'occasion de vous présenter notre tout nouveau site internet. On vous en reparlera. Voilà pour CFP. Beaucoup de nouveautés en 2026, donc est-ce qu'on a le même impact côté réglementaire?
Alors, ça bouge beaucoup, ça bouge depuis longtemps, ça s'accélère. C'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez impactant, hein, comme on le disait au départ. Depuis quelques décennies, ça s'est vraiment renforcé et accéléré. Alors, ce n'est pas des réglementations pour faire des réglementations et juste faire des contraintes pour les professionnels, évidemment. Il y a des objectifs divers, donc l'amélioration de la performance énergétique, évidemment, la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment d'une façon générale, la transition écologique du bâtiment dans son ensemble. Bien sûr, le confort des usagers, parce qu'on fait des bâtiments avec des gens dedans, qui vont y habiter, qui vont y travailler, voilà. Donc, il faut évidemment assurer ce confort-là, maîtriser ses consommations en pouvant les tracer et avec effectivement toutes les problématiques de sobriété qui vont avec, sobriété des usages et des systèmes. Donc, ces réglementations pour atteindre ces objectifs sont structurées autour de différentes thématiques. Les principales donc, sont le pilotage des équipements, parce que ça nous permet donc d'avoir cette fameuse traçabilité et cette maîtrise. Les feux de frigorigène avec impact évidemment sur l'impact environnemental. Donc là, c'est un gros travail qui est mené déjà depuis une bonne quarantaine d'années et qui a des résultats. Et voilà, le renforcement d'une façon générale sur les exigences de performance et de consommation, qu'on soit en construction neuve ou en rénovation, évidemment. Hop. Alors, le décret tertiaire, il a été longtemps attendu et il a fini par arriver et il arrive vite parce que les échéances se rapprochent également. Hein, donc, on parlera juste après d'un autre décret qui est un peu, on va dire, cousin, c'est le décret BAX. Donc, ça, voilà, on va voir après les deux champs d'application qui ne sont pas les mêmes. Et les critères, évidemment, ne sont pas les mêmes. Les objectifs non plus. Donc, le décret tertiaire, donc, ça concerne donc, les propriétaires et les exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 2000 m², avec des objectifs de réduction de consommation énergétique, avec évidemment en face des plans d'action pour y parvenir, avec les échéances donc à 2030 de moins 40%, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Pour ce faire, donc, il existe deux méthodes de calcul. La méthode relative, qui se base sur une année de référence qui a été préalablement définie et qui permet d'avoir une base pour le calcul des économies d'énergie, ou la méthode avec les valeurs absolues qui sont fixées par arrêté et selon les différentes typologies de bâtiments. Et bien sûr, toutes ces données-là sont à remonter sur la plateforme Opera, donc qui recueille toutes ces données-là, ces déclarations de consommation énergétique. Le décret BAX. Alors, le décret BAX, ça bouge de façon… Voilà, il y a eu un gros changement cette semaine, la semaine dernière et cette semaine, et qui va être confirmé sans doute d'ici la fin de l'année par la publication du texte. Je vais y revenir. Donc là, c'est plus la taille du bâtiment qui compte, c'est la puissance de l'installation de CVC, donc supérieur à 70 kW. Et là, on impose la mise en place donc, de systèmes d'automatisation et de régulation des bâtiments, donc c'est le fameux BAX. Donc c'est une obligation de moyens. Et avec donc cette mise en place, avec différentes échéances, donc il y a déjà eu lieu pour la première partie, hein, puisque les systèmes CVC supérieurs à 290 kW, c'était au 1er janvier 2025, donc cette obligation d'installation entrait en vigueur. Et pour les autres, donc supérieurs à 70 kW, ce sera au 1er janvier 2027. Enfin, c'était jusqu'au 1er janvier 2027, puisque l'échéance a été repoussée en 2030. Pour cette catégorie-là. Le texte d'application n'est pas encore paru, mais ça devrait être le cas d'ici la fin de l'année, parce que différents amendements qui ont été proposés au CSE, Conseil supérieur de l'énergie, qui les a adoptés avec avis défavorable du gouvernement. Donc, l'avis défavorable du gouvernement, ce qui fait dire aux professionnels concernés qui étaient conviés à ces réunions qu'il est inflexible, donc que la date de 2030 est quasiment une certitude voilà, pour ce report. Et il y a eu cette prise de parole effectivement au Salon des maires qui a eu lieu il y a à peu près 3 semaines où
effectivement, le Premier ministre Lecornu a confirmé, en tout cas, une simplification. Bon, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis en mélangeant décret BACS et décret tertiaire, mais en gros, ça voulait dire qu'il y aura une simplification et ça allait vers cette histoire de 2030, effectivement. Ouais, l'argument qui est avancé, c'est pour aligner sur le calendrier européen. Puisqu'effectivement, c'est la date 2030. En revanche, si la date de 2027 avait été prévue au départ, c'est bien qu'il y avait une ambition d'aller plus vite, de faire mieux. Donc voilà, les professionnels regrettent un peu que cette ambition-là soit abandonnée quelque part. C'est pas pour autant que les professionnels de la filière vont attendre forcément 3 ans de plus pour mettre en place ces systèmes. Donc voilà, c'est des choses différentes. C'est une occasion de mieux se préparer et pour le coup de faire des études qui permettront d'établir des vrais objectifs associés à ces installations et pas simplement rentrer le nez dans le guidon sans lever la tête, même si on comprend qu'il y a quand même une certaine urgence. Absolument. Sur les aspects sécurité incendie, et il y en a aussi. Ouais. C'est très important, évidemment. Ça aussi, c'était quelque chose qui était attendu, parce que l'article CH35 pour la sécurité incendie dans les ERP avait eu une première révision en 2019, qui n'avait pas été forcément bien acceptée par les professionnels. Donc, c'est une modification de l'arrêté de 25 juin 1980 pour les ERP de catégorie 1 à 4. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une distinction entre les fluides A2L, donc faiblement inflammables, et A3, hautement inflammables. Et donc, la révision de 2019, comme je le disais, était jugée trop restrictive par la filière, parce qu'elle ne permettait pas de mettre en place des systèmes innovants. Donc, c'était un petit peu la filière qui était coincée finalement, qui voulait mettre en place des systèmes innovants et qui était bloquée par la sécurité incendie. Elle a été visiblement entendue, puisque donc, il y a eu quelques évolutions techniques. Alors, ça commence par la zone d'exclusion autour des systèmes employant des fluides A2L, qui réduit de 1 mètre à 0,25, ce qui facilite l'installation des pompes à chaleur, et notamment en R32. La ventilation basée uniquement donc, sur la limite d'inflammabilité. La ventilation additionnelle, dans certains cas, ne devient plus forcément obligatoire. Donc là, ça facilite également l'installation. Le retour de la formule quadratique, alors là, on entre vraiment dans la technique, mais voilà, c'est par rapport à la charge de fluide donc, qui est modifiée. Les distances de sécurité avec des raccords brasés soudés qui sont considérés comme étanches, voilà, désormais pris en compte comme tels dans la réglementation, donc qui supprime les distances de sécurité. Et donc un dernier point sur la maintenance, qui permet donc un test de l'ensemble de la chaîne de sécurité tous les 3 ans, donc de l'ensemble de la chaîne et non pas élément par élément, ce qui là encore évidemment facilite les interventions des professionnels, sans pour autant évidemment avoir des conséquences sur la sécurité incendie. Tout ça est fait toujours dans le même objectif de sécurité, évidemment, quand même. Tout à fait. Là, il y a d'autres éléments qui sont essentiels. C'est effectivement la révision de la F-Gaz. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces éléments en quelques mots? Oui, alors résumer la F-Gaz, c'était un challenge, je suis d'accord. Voilà, alors je ne vais pas prétendre pouvoir le faire. En revanche, il y a quelques points qu'on peut mettre en avant, éventuellement qui pourront être complétés d'ailleurs, si besoin, par Mohamed et Xavier, si besoin de préciser des choses. La F-Gaz, ouais, c'est un gros sujet et qui a permis déjà quand même des réductions évidemment l'utilisation de différentes catégories de fluides qui sont éliminées au fur et à mesure, donc forcément réduisant l'impact environnemental général des équipements de froid et de CVC. Donc, en gros, donc, ce qu'on peut dire, c'est que la suppression totale des HFC est prévue d'ici 2050. Donc, pour un parc d'équipements, c'est quand même, c'est quand même une échéance qui peut arriver vite. Très récemment, donc l'extension de la certification des personnes et des entreprises aux fluides non fluorés CO2, hydrocarbures et ammoniac. On a eu la parution des arrêtés au journal officiel du 10 décembre, donc hier, sur la capacité d'aptitude et sur la capacité l'attestation de capacité, c'était le 6 décembre, je crois, donc c'est très récent. Les arrêtés viennent juste
voilà, de paraître. Donc, je ne l'ai pas précisé là, puisque voilà, les slides étaient faits avant. On peut en discuter peut-être ensuite Vous étiez dans le si timing. besoin. Voilà, c'est ça. donc voilà, donc ça évolue, ça bouge. Il y a des textes qui étaient attendus évidemment par les professionnels. Alors voilà, avec des nouvelles obligations, c'est aussi la mise en route qui se fait derrière. Donc on peut en discuter ensuite. Sur les équipements, donc en termes d'interdiction, donc la fin sur les fluides frigorigènes à PRP supérieur à 150. Donc, PRP, donc c'est le pouvoir de réchauffement climatique, GWP en anglais, PRP en français. Donc, entre 2027 et 2032, la fin progressive des packs monoblocs inférieurs à 12 kW et sur les multisystèmes de clim. Donc avec les fluides avec un PRP supérieur à 150. En 2035, cessera donc l'interdiction des packs en split inférieur à 12 kW avec les fluides fluorés. Et en froid commercial, donc on a bien la confirmation de la limite du PRP inférieur à 150 pour toute installation neuve. C'est un calendrier qui est toujours là aussi parfois difficile à appréhender par la filière parce que ça demande des adaptations technologiques qui ne prennent pas 5 minutes. Donc forcément, voilà, c'est un gros travail toujours derrière, mais ça s'anticipe évidemment. Donc là, on était sur les équipements. Donc en ce qui concerne la maintenance et l'entretien, alors en maintenance, donc interdiction des fluides avec un PRP supérieur à 2500, donc 2025-2026, on y est. La réfrigération dès 2025 et les pompes à chaleur et la clim en 2026, avec une dérogation pour les gaz régénérés jusqu'en 2030 pour la réfri et en 2032 pour les pompes à chaleur. 2032, c'est l'interdiction des fluides à PRP supérieur à 750 en réfrigération fixe. Et avec donc pas de limite pour les gaz, pour le coup, régénérés sur les PRP inférieurs à 2500. Évidemment, l'impact sur les professionnels, c'est forcément l'utilisation, le recours systématique à des fluides à très bas PRP. Très bas PRP, donc c'est inférieur à 150 pour les installations neuves. Les HFC, évidemment, se raréfient sur le marché puisque les quotas baissent et deviennent payants également. Donc, voilà, les HFC, c'est sur le déclin. On le voit, les fluides régénérés sont plutôt bien traités, donc priorité à la récupération au recyclage et à la valorisation des reliquats pour pérenniser ce parc d'équipements tout en restant évidemment dans les cordes et voilà, en pouvant profiter de ce que la réglementation permet, donc notamment la mise en valeur des fluides non vierges, enfin régénérés. Je ne sais pas si c'est un résumé de l'AFGAD, mais il y a quelques grandes idées. Je pense qu'il y a quelques grandes idées qui permettent de synthétiser, effectivement. Merci beaucoup, Faustine, en tout cas, pour avoir fait ce tour de force. Des éléments supplémentaires avec des éléments liés au contrat de performance énergétique assez rapidement, parce qu'après, effectivement, il faut qu'on puisse aller voir les solutions qui nous permettront de répondre à ces éléments de conformité. Tout à fait. Je n'ai pas du tout regardé le timing, donc effectivement, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Ouais, pas de problème. Bon, vous voyez au grain, ça va. Donc les CPE, oui, effectivement, donc c'est dans le spécifique dans le marché global de performance. C'est un engagement qui est contractualisé et qui permet voilà, de travailler sur des objectifs chiffrés et vérifiables avec une obligation de résultat puisqu'il y a un engagement contractuel. Donc c'est quelque chose qui permet de vraiment bien cadrer les projets. Donc, c'est évidemment un levier de performance énergétique puisqu'on s'engage sur des performances qu'on va réaliser, qu'on doit réaliser, mais que du coup, on va réaliser. Et permet bien sûr, évidemment, d'être en conformité avec les objectifs de réduction des consommations liés au décret tertiaire. Une petite nouveauté qui est introduite par la transposition de la directive européenne. Donc, à partir du 1er janvier 2026, les États membres, en tout ce qui concerne les bâtiments publics, ont l'obligation de s'assurer que les organismes publics étudient la faisabilité d'un recours au CPE. Ce n'est pas du tout que le CPE devient obligatoire. C'est un élément important, d'une subtilité, ouais. effectivement.
Ça peut être un raccourci qu'on peut voir. Voilà, donc on n'en est pas là. On en est voilà, à l'obligation pour les bâtiments publics d'étudier la faisabilité d'un CPE. Donc, ça veut dire quand même que ça prend en compte l'existence de cette démarche, avec peut-être voilà, une expérience maintenant qu'on a sur certains projets en privé ou public, mais voilà, on sait que ça fonctionne, donc c'est une évolution. Et donc, pardon, ça concerne essentiellement sur cette obligation-là la rénovation des bâtiments, donc tertiaires supérieurs à 750 mètres Ce qui est carrés. très très large. Ce qui est très très large. Oui. Je vous laisse terminer sur cette partie des data centers, puisqu'il y a quand même effectivement des évolutions spécifiques liées à ce secteur qui est très 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 dynamique. Qui est très dynamique, qui est très dynamique. Tout le monde veut prendre un peu sa part sur ce marché-là qui arrive. C'est un potentiel énorme, qui concerne tous les secteurs d'activité. Donc, le CVC, le froid sont également concernés de façon très large. Il y a différentes applications. Il y a évidemment l'énergie, le refroidissement, la récupération d'énergie, aussi l'évacuation des produits de combustion, parce que ça les génère beaucoup de pression. Donc, il y a en fait tous les secteurs de la chaîne, finalement, CVC qu'on connaît, sont potentiellement concernés par les data centers. Et c'est un marché voilà, qui arrive en force en France. Donc, on a depuis le 1er octobre 2025, je crois que c'est ça, voilà, 1er octobre 2025, donc une obligation de valoriser la chaleur fatale pour les centres de données donc, supérieurs à 1 mégawatt. Donc, je pense que ça concerne pas mal de monde. Donc, de mettre en place des systèmes qui permettent cette fameuse récupération pour essayer d'atteindre l'efficience sur des systèmes qui consomment énormément, on le sait. Donc, il faut absolument valoriser cette chaleur produite. Et là aussi, donc, analyser les coûts-avantages sur l'amélioration justement de l'efficacité énergétique. Donc, vraiment d'étudier ce qu'il est possible de faire pour toujours viser cette amélioration-là sur les questions de chaleur et de froid. Sur les ICPE, donc sur les installations sous pression, il n'y a pas de rubrique spécifique. Mais certains équipements peuvent déclencher un classement en ICPE. Donc, il faut veiller à ça pour voir si justement la conformité à cette réglementation est bien prise en compte. Voilà. Faustine, on est obligé de conclure là sur cette partie. En tout cas, oui. Merci beaucoup pour ces éléments réglementaires. Vous avez bien compris qu'effectivement, il y a diverses obligations. On les a vues, c'est très dynamique, mais en même temps, il y a un cadre qui a été posé déjà depuis quelques temps et qui permet de vous donner en gros une certaine visibilité. Je vous propose maintenant d'enchaîner rapidement avec vous, Mohamed, sur les solutions. On a vu l'impact réglementaire et maintenant, quelles solutions on peut apporter pour répondre à ces exigences de conformité? Alors, je crois que passerai la main plutôt à Xavier. Xavier. Pardon, Xavier. Et après, je reprendrai la main. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi Arnaud pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Xavier Kaufmann, je suis responsable du développement des réfrigérants Solstice en France et au Benelux, principalement pour les commerces, la restauration et les entrepôts frigorifiques. Et avec Mohamed, responsable technique Europe, on va vous présenter notre vision sur les solutions pour décarboner les installations frigorifiques et de traitement de l'air. Pour commencer, quelques mots sur Solstice. Solstice, c'est une société spécialisée dans la fabrication de réfrigérants et de matériaux avancés, avec des positions de leader dans les domaines clés comme la réfrigération commerciale, l'entreposage, le conditionnement d'air et encore la climatisation automobile. Nous sommes également leaders dans les matériaux électroniques, les fibres industrielles et des solutions d'emballage pour la santé. Quelques chiffres clés. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 5000 brevets. On est présent dans 120 pays et on a 400 experts pour vous accompagner. Sur les prochains slides, si tu veux bien avancer, merci. J'ai voulu vous illustrer l'impact de deux réglementations sur les installations frigorifiques que Faustine a précédemment évoquées. La première, vous la connaissez bien, c'est la réglementation F-Gaz, et la seconde, peut-être un peu moins connue, c'est le décret tertiaire. Donc, regardez bien ces graphiques, ils nous résument l'histoire de l'impact des émissions de CO2 des installations frigorifiques. Sur le premier graphique à gauche, vous voyez l'impact carbone d'une installation frigo.
qu'on appelle le TIWI, hein, la barre de droite, et il se calcule sur la durée de vie d'installation. Il repose sur 2 leviers principaux, qui sont les fluides de fluide frigorigène, plus la consommation d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que la réglementation F-Gaz 2 a déjà produit son effet, comme l'a dit Faustine précédemment, en imposant l'usage des fluides HFC comme le 449 avec un impact réduit par rapport au 404. À date, on a déjà divisé par 3 l'impact carbone des fuites. Mais malgré cette belle avancée sur le scope 1, donc les fuites, le scope 1 reste le facteur dominant dans le calcul du TIWI. Alors, je vais quand même faire une précision, c'est que le taux de fuite qu'on a considéré pour illustrer ces graphiques, il est relativement important puisqu'on a pris un taux de fuite de 15%. Et je rappelle que si mon installation elle est étanche, la fuite n'a pas d'impact carbone. Donc, sur le second graphique, on observe l'impact de la révision de la F-Gaz 3 qui a été publiée au printemps 2024. Et elle nous pousse donc à adopter des nouveaux réfrigérants avec des GWP inférieurs à 150. Donc le R455, qui est un de nos produits, qui a le même niveau de puissance que les anciens HFC, permet de conserver toute ou partie des installations existantes et d'avoir un minimum d'impact carbone sur l'environnement. Ce n'est pas tout. Depuis septembre 2025, le dernier arrêté tertiaire est en vigueur. Son objectif, il est très clair, réduire la consommation d'énergie de 40% d'ici 2030. Donc, comme on le sait, les installations frigorifiques et CVC représentent une part très importante de la consommation d'énergie d'un commerce, environ entre 60 et 80%. Donc, ces postes deviendront rapidement des leviers indispensables pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d'énergie. Ce qui est évident désormais, c'est que la priorité dans la lutte contre les émissions de CO2 se déplace vers la maîtrise des consommations d'énergie. Regardez sur les slides suivants. On y voit 2 solutions utilisant des fluides à ultra bas GWP tels que le CO2 ou les HFO. Et avec cette technologie, les fuites ne comptent quasiment plus. Ce qui fait la différence de TIWI désormais, c'est la consommation d'énergie. Attention tout de même, parce que même si une fuite n'a pas d'impact carbone direct grâce à son faible GWP, elle reste problématique. Pourquoi? Parce qu'elle peut rapidement compromettre le fonctionnement de l'installation et entraîner des pertes de marchandises et finalement générer d'importantes émissions de CO2, cette fois-ci sur le scope 3. Alors, pardon, excusez-moi, je sors d'une petite grippe et j'ai quelques reliquats. Alors, comparer les TIWI de différentes solutions, ce n'est pas simple. Les fluides ont des caractéristiques différentes et sont utilisés dans des architectures techniques très variées. Et pour vous accompagner, Solstice a développé un outil éco-efficacité qui permet de comparer les solutions entre elles. Cet outil vous sera présenté juste après par mon collègue. Alors, il est donc essentiel de continuer à maîtriser les taux de fuite, j'ai dit, même avec des fluides à faible GWP, et de choisir les architectures frigorifiques adaptées. Donc, une architecture de froid bien choisie, c'est la clé pour la performance et la durabilité. On peut garder ce slogan en tête. Vous voyez sur ce slide la diversité des solutions. Ça va du groupe logé à différents groupes de condensation de petite, de moyenne puissance, jusqu'aux installations centralisées booster. Donc, associer la bonne architecture au fluide adapté, c'est stratégique. Ça doit répondre tout d'abord à vos besoins fonctionnels, limiter les fuites, prévenir les pertes de marchandises et réduire les consommations d'énergie pour diminuer fortement nos émissions de CO2. Voilà, moi j'en ai fini. Mohamed, je te passe la parole pour la suite. Merci Xavier. Donc, effectivement, on a plusieurs architectures qui sont présentes sur le marché. Il faut faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, c'est bien d'avoir un outil qui permet de comparer plusieurs solutions entre elles. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ce simulateur qui s'appelle Éco-efficacité. Alors, l'éco-efficacité, il fait quoi? Il compare plusieurs solutions entre elles sur 2 critères. Un critère environnemental qui intègre ce qu'a Xavier expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des émissions directes
avec les fuites des fluides frigorigènes lors PRG ou GWP, et les émissions indirectes en tenant compte du mix énergétique, donc du mix global. On a la chance en France d'avoir un mix énergétique relativement faible, mais si on a un mix énergétique à base d'énergie renouvelable, par exemple, on peut également l'intégrer. On fait la somme des deux et on obtient l'émission globale de CO2. Réduire l'émission de CO2, c'est très bien, mais la question qui se pose souvent, c'est à quel prix? Et donc, c'est pourquoi on intègre un deuxième élément qui est l'avantage économique, qui intègre les moyens d'investissement, donc les CAPEX, mais également les OPEX, c'est-à-dire le coût de l'énergie, éventuellement l'évolution de cette énergie dans le temps, parce que le coût que vous payez aujourd'hui, ce n'est pas le coût que vous allez payer peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. La maintenance et puis le coût des fluides quand on a à remplacer les fluides ou à recharger la machine parce qu'il y avait une fuite. On compare tout ça par rapport à un point de référence qui est sur l'intersection des axes. Et là, on compare une solution A avec une solution B. Et on a une cartographie de toutes les solutions. On peut mettre 3, 4, 5 solutions. Et on a intérêt, bien sûr, à choisir la solution qui se trouve plus dans le vert parce qu'il va présenter un avantage environnemental élevé et un coût économique faible. Concrètement, si on prend une installation du froid commercial, on peut comparer, ici c'est un exemple typique d'un booster CO2, donc dans la même installation, on produit du froid positif et du froid négatif avec les puissances associées, avec une solution alternative à base de R455A en semi-distribué, ça veut dire là par exemple, on a 3 groupes indépendants qui donnent les puissances exactement équivalentes, mais 3 machines indépendantes, donc il y a également la réduction du risque que si ça tombe en panne, on n'a pas tout qui tombe en panne. Et puis, vous voyez que là, par rapport à cette solution de référence, si on la considère comme telle, qui est le booster CO2, la solution alternative se positionne très bien, à la fois en termes d'émissions CO2 globales, intégrant l'indirect et le direct, et à la fois en termes économiques. Donc ça, c'est un outil qu'on vous met à votre disposition. Et si vous avez des questions sur des cas pratiques, nous pouvons vous accompagner sur ce sujet-là. Un deuxième outil que nous avons développé également, c'est la simulation thermique dynamique. Alors, c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine du bâtiment. L'objectif, c'est quoi? C'est tenir compte de l'enveloppe de bâtiment, son isolation, comment elle est faite, son orientation, etc. Mais également, pardonnez-moi, mais également les équipements qui sont à l'intérieur, que ce soit des CVC ou du froid, et les usages. Combien de personnes qui fréquentent les lieux, les ouvertures, tout ça. C'est quelque chose qui est très appliqué dans le bâtiment tertiaire, mais très peu dans le retail, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait un exercice, ça c'est un exemple d'un petit magasin de 300 mètres carrés environ, et on l'a simulé comme vous voyez ici avec l'image 3D. Donc, il y a la zone de vente qui est en verte, la zone de réserve qui est en bleu et la zone d'accueil qui est en orange. On l'a simulé, on était capable de voir la contribution de chaque poste dans la consommation globale. Donc, sans surprise, le froid arrive en tête, la consommation d'énergie du froid qui représente à peu près 50%, la consommation de CVC, la consommation de l'éclairage, et puis la réserve froide proprement dit, parce qu'il y avait une chambre froide dans la partie bleue. Et on a fait quelques actions on a proposé en tout cas quelques actions d'économie d'énergie qui se basent sur des choses relativement simples mais efficaces, comme l'augmentation de la classe énergétique d'immeubles de vente qui sont présents dans la zone verte. C'est-à-dire passer d'une classe énergétique C à une classe énergétique A, par exemple. Comme c'est des groupes logés, ça réduit la consommation d'énergie propre au compresseur, mais également, ça rejette moins de chaleur. Et donc, du coup, on fait une pierre deux coups, on réduit la consommation d'énergie du froid, mais on réduit également la consommation énergétique du CVC.
Et donc, du coup, vous voyez qu'on arrive finalement à des économies d'énergie de l'ordre de 25-27%, ce qui n'est pas négligeable. Au passage, il y avait une action intéressante qui est l'utilisation des heures creuses, silencieuses pendant la journée pour réduire l'intensité d'éclairage, des choses comme ça. C'est une action qui coûte zéro, mais vous voyez, il a quand même un impact intéressant, surtout si on multiplie ce genre d'action sur un parc de points de vente par milliers. Maintenant, on va arriver aux solutions. Alors, je vais les décliner en 3 applications, dans le froid, magasin, dans l'entreposage et pour le CVC. La segmentation, on peut prendre une segmentation que vous voulez, donc les petits magasins, les supermarchés et les hypermarchés. Pour faire simple, parce que je vois que le temps avance, on a 2-3 molécules qui permettent de faire exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions de CO2 et avec un coût maîtrisé. Le 455A qui fait du froid positif et du froid négatif et qui peut être appliqué sur toutes les architectures de systèmes, que ce soit centralisé, que ce soit des chillers, ou que ce soit des cascades, ou que ce soit des systèmes semi-distribués. Et on a le 1, 2, 3, 4 Z2 qui fait du froid positif et il est très efficace, notamment quand il est associé à des technologies de compression centrifuge sans huile, par exemple, sur des chillers. Sur l'entreposage, une segmentation un petit peu différente en fonction des mètres cubes, de la petite chambre froide jusqu'à des gros stockages de froid en fonction des puissances qui sont associées. Là encore, on a les mêmes solutions. Pour le positif, le 1, 2, 3, 4 Z2, qui peut être utilisé dans ces solutions en direct ou en indirect, ou le R455A qui peut faire aussi le positif, mais surtout le négatif. Il y a des solutions aussi qui peuvent être extrêmement intéressantes, comme des solutions cascades avec un haut d'étage Z2 et un bas d'étage CO2. Et enfin, si on regarde les solutions pour le CVC, donc là, il y a plusieurs types d'équipements, des rooftops, des pompes à chaleur RO, RR. Donc, en fonction de la puissance et en fonction des restrictions qu'on a vues tout à l'heure sur la F-gaz, la grande tendance, c'est 2 ou 3 fluides. Donc, le R454B pour les rooftops comme solution intermédiaire. Et à long terme, si on veut y aller vers des solutions de GWP inférieures à 150, on a le R454C qui permet de proposer des solutions intéressantes. Le R32, comme il a un JWP inférieur à 750 et qu'il est encore d'usage dans certaines catégories de puissance, et pour répondre à une question peut-être indirecte que j'ai vue dans le chat, donc il est encore d'usage, mais la solution long terme, c'est des solutions inférieures à 150, le R454C en particulier. Merci beaucoup Mohamed pour ces éléments. Je rebondis simplement pour faire le lien avec Jonas sur le fait que vous avez démontré notamment via votre outil, votre modélisation STD, finalement une photographie de l'impact positif en termes d'économie d'énergie. Là, Jonas va pouvoir vous démontrer en fait un outil supplémentaire qui permet pour le coup non pas simplement d'avoir une photographie, mais une photographie évolutive avec les données en temps réel soit des compteurs, soit des compteurs ou des sous-compteurs qui permettent de comparer le avant-après. Jonas, je te laisse la main. Merci Arnaud et merci aux précédents intervenants. Je vais maintenant essayer rapidement de vous présenter ce que nous préconisons comme approche à Sobre Énergie pour arriver à mettre en place des solutions d'économie d'énergie que vous envisagez, et cela passe notamment par le module éco-performance.
Donc, dans un premier temps, quel est le marché des plateformes? Pour piloter la performance du parc et aller chercher les objectifs réglementaires dont on a parlé, une multitude de plateformes de management de l'énergie existent et celles-ci commencent à se distinguer. Donc, dans un premier temps, on avait des plateformes assez simples qui faisaient remonter des consommations depuis des sources assez peu nombreuses et qui étaient parasitées notamment par des problèmes de données incomplètes. Et puis, les plateformes ont monté en maturité, ont agrégé de plus en plus de sources. Les tableaux de bord et les KPI sont devenus de plus en plus agrégés, dynamiques, filtrés. Et cela a permis de suivre assez finement la consommation du parc, mais la baisse de consommation identifiée après travaux, la performance des travaux pouvait s'identifier grâce à la baisse des consommations du parc, et c'est pas forcément le plus pertinent pour observer justement la performance de ces travaux. Et puis dans un troisième niveau de maturité, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est d'extraire le plus de valeur possible pour le pilotage du parc, en identifiant les sites à fort potentiel, en appuyant la décision d'investissement, en implémentant des fonctionnalités de mesure de la performance précise et granulaire à l'échelle du bâtiment. Ce qu'on essaye de faire, donc comment on se différencie, nous, à Sobre Énergie, donc on a un reporting qu'on essaye de rendre hyper personnalisé avec plusieurs niveaux de structuration, notamment des tags qui peuvent permettre de discriminer chacun de nos bâtiments et de retrouver ces éléments-là dans les filtrages de nos dashboarding et aussi dans le contexte de l'IA générative qu'on a mis en place afin qu'elle puisse répondre avec tout le contexte de filtrage que souhaite le client. On a aussi comme bureau d'études qui réalisons beaucoup d'audits, plus de 300 par an, l'intégration d'audits digitalisés directement sur notre plateforme, donc qui puissent être disponibles pour tous les clients et tous les utilisateurs. Un suivi affiné des données où on va permettre aux utilisateurs d'ajouter des sous-comptages s'ils veulent affiner la mesure des données sur leur site. Et on essaye de remettre de l'autonomie aux utilisateurs afin qu'ils puissent être autonomes dans la gestion de leur parc et faire évoluer leur périmètre de façon fluide et rapide. Bon, je vais maintenant vous présenter notre réponse à l'enjeu principal qui nous concerne ici. Comment passer de l'audit à l'action concrètement, plus précisément, comment transformer les gains théoriques envisagés en gains réels post-travaux. Donc la démarche sur un bâtiment ou un parc immobilier s'échelonne sur plusieurs phases. D'abord, la planification. On a une phase d'audit et d'étude. Il faut identifier les travaux, quantifier les gains. Et pour ça, sur notre plateforme, on a un module d'audit digitalisé, comme je l'ai déjà évoqué. Et un module de projection des gains des travaux qui va vous permettre de mettre sur une période future l'impact théorique des travaux en fonction de la date à laquelle on a choisi de les réaliser. Dans un deuxième temps, la mise en œuvre des travaux. Ça, c'est entre les mains du maître d'ouvrage. Dans un troisième temps, le suivi des résultats, dans lesquels il va falloir observer les objectifs théoriques par rapport aux consommations réelles qu'on observe vraiment post-travaux. Pour cela, on a un module de mesure des économies de travaux. Et enfin, dans un quatrième temps, on va prendre du recul et on va se poser des questions. A-t-on besoin de réajuster la mesure pour prendre en compte des hypothèses qu'on n'avait pas encore pris en compte? Est-ce qu'on a besoin d'engager des actions correctives? Et une fois qu'on a répondu à ces deux premières questions, on peut envisager une compensation contractuelle dans le cadre des CPE, comme avait évoqué Faustine. C'est ça le centre de ce qu'on veut mettre en place. Donc, la planification. Donc, sur notre plateforme, là, j'ai mis une capture des actions qui ont été préconisées au sein de l'audit et qui remontent sur notre plateforme, et une capture de notre module de projection des gains de travaux, où on va donc choisir les travaux des audits qui auront été digitalisés. On va choisir une date future dans laquelle on les réalise, et on va pouvoir constater l'impact. Et c'est donc une aide à la décision pour les personnes qui doivent réaliser ces travaux. Dans un deuxième temps, on va pouvoir mettre en place ces travaux et donc réaliser ces travaux avec un prestataire. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un récupérateur de groupe froid. Donc c'est une action qu'on avait préconisée dans nos travaux. Donc on récupère la chaleur sur un groupe froid pour venir préchauffer de l'ECS. Ça peut être très utile, notamment dans des restaurants. Dans un troisième temps, et c'est là le cœur de ce qui nous intéresse, on va mesurer les économies d'énergie réellement observées. Pour cela, il va falloir alimenter un modèle de prédiction
Et les prérequis, ce sont des consommations du site pré-travaux pendant 1 an et potentiellement les paramètres d'influence des consommations. Donc ça peut être le nombre de produits d'un process, par exemple. On a aussi des prérequis d'études, mais ça, comme on l'a vu, on les a déjà puisque ce sont les audits digitalisés qu'on aura implémentés sur la plateforme. À cela, on va pouvoir modéliser, projeter et calculer les gains théoriques grâce à un référentiel reconnu dans le monde de l'énergie, c'est le référentiel IPMVP, qui garantit un faible niveau d'incertitude sur la mesure de la performance et bien sûr qui prend en compte les paramètres d'influence tels que le climat ou les paramètres d'influence qu'on aura intégrés dans le modèle. C'est tout l'intérêt. Et les résultats qu'on va pouvoir obtenir, ce sont les consommations de notre objectif en théorique, les consommations réelles, et on va pouvoir comparer les deux mois par mois pour venir suivre la performance des travaux. Une fois qu'on a fait ce travail, il va falloir prendre un petit peu de recul et se demander est-ce que les hypothèses que j'ai prises en compte sont bien validées et est-ce que les paramètres d'influence sont toujours pertinents et correctement récoltés. On ajuste si ce n'est pas le cas pour s'assurer que le modèle fonctionne bien. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, on va pouvoir exploiter les résultats et donc on va potentiellement mettre en application la garantie contractuelle d'un contrat de performance qu'on aurait mis en place avec le prestataire des travaux. Et donc cela permet, si jamais on constate une surperformance des travaux, on va pouvoir partager les gains avec le prestataire des travaux. Et si on constate une sous-performance, et c'est bien là où est le risque, on va pouvoir demander au prestataire des travaux une compensation pour ces gains qui n'ont pas été observés sur le site. Et donc, pour résumer, la vision qu'on essaye de défendre à Sobre Énergie, c'est que l'on considère que pour atteindre la performance ciblée, il faut mettre en place une garantie de performance entre prestataire et maître d'ouvrage, afin de transférer le risque à celui qui réalise les travaux, afin de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et j'ajoute un point important. L'intérêt de ce transfert de risque apparaît notamment lorsque l'on souhaite obtenir des financements pour réaliser ces travaux. Pour mettre en place la garantie contractuelle, il faut s'armer d'un référentiel de mesures solide et d'un outil de suivi centralisé que toutes les parties prenantes peuvent consulter. Pour cela, il faut avoir des données de qualité et un calcul automatisé pour étendre la méthode à grande échelle, notamment sur un parc immobilier. Et ces éléments ne sont adressables que depuis une plateforme de management de l'énergie et des experts pour accompagner l'implémentation des projets. Et avec Datamark Neo, nous proposons de mettre à disposition les 3 premiers piliers de la réponse à cette problématique. Merci beaucoup Jonas. En tout cas, cet escalier était très éclairant avec les 3 premières marches qui sont couvertes et qui permettent notamment d'atteindre l'objectif de la performance énergétique. Et c'est bien ce qui nous rassemble dans ce webinaire. Voilà, donc il nous reste quelques minutes pour adresser les quelques questions qui ont été posées. Donc je vais vous adresser, alors il y a des questions assez diverses, notamment des questions assez techniques. Là, je m'adresse plus à Xavier et à Mohamed sur la fin des packs monoblocs à fort PRP. Signifie-t-elle la fin de production des équipements par les constructeurs, entre parenthèses 2032? Je vais prendre la Votre micro, réponse. Mohamed, Non. vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends pas. Oui. Okay. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Mon micro est ouvert. Vous m'entendez? Ah, parfait. Oui, oui, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi. Je disais donc, non, la fin de PRP très haut ne signifie pas la fin des productions par les OEM, par les constructeurs, parce que ces constructeurs s'adaptent tous les jours et s'adapteront. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux proposent d'ores et déjà des solutions avec des fluides bas GWP. Donc, le marché va s'adapter par rapport à ces fluides, forcément. Et les leaders l'ont déjà intégré.
Très bien. En revanche, sur le R32, puisqu'il y a une question dans ce Oui, sens, allez-y. le R32, justement, avec son PRP qui va être supérieur évidemment à 150, lui sera dans l'interdiction de mise en vente à partir de 2032. Donc évidemment, les équipements existants au R32 vont continuer à être maintenus, mais comme le dit Mohamed, les industriels vont passer à d'autres fuels avec des PRP plus bas, donc le R32 sera exclu à la production en équipement neuf. Très bien. Juste une question de base de vocabulaire parce que c'est du franglais, mais pouvez-vous préciser ce qu'est un chiller? Juste Mohamed. Oui, Xavier. un chiller en bon français, c'est un refroidisseur de liquide. Voilà. Donc, voilà. Donc, on refroidit de liquide. Généralement, les deux régimes les plus rencontrés, c'est le régime 7-12, donc tout ce qui est bâtiment tertiaire pour les besoins de confort, pour le conditionnement d'air. On trouve également des chillers à -4, -8, jusqu'à -10 pour la production du froid positif dans les entrepôts ou dans les supermarchés. Merci Mohamed. Une question peut-être pour vous, Faustine, parce que vous avez fait un petit focus sur les data centers. Les Oui. impératifs à propos des data centers, est-ce que c'est uniquement pour la France ou est-ce que c'est une réglementation plus étendue en Europe, etc. Alors là, effectivement, j'ai évoqué les obligations en France, donc qui correspondent à la loi du 30 avril 2025, qui est une transposition d'une directive européenne. C'est la directive exactement 2023-1791 du 13 septembre 2023. Donc, effectivement, les exigences existent aussi dans les autres pays européens. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Juste donc a priori on n'est pas trop mal sur les questions. En tout cas j'en profite pour apporter quelques éléments supplémentaires. En tout cas si vous souhaitez continuer cette réflexion ou investiguer sur des sujets où vous avez bien compris que le contrat de performance énergétique, comme mentionné par Faustine et aussi développé par Jonas, est un levier important pour les maîtres d'ouvrage de manière générale, en public et en privé. Il y a une véritable traction. Donc, si vous voulez en tout cas investiguer plus précisément ce point, vous avez un livret blanc que vous pouvez télécharger. Il y a notamment des conseils, notamment de certains cabinets d'avocats que nous avons consultés, notamment Aldaltis et d'autres, et qui partagent leur retour d'expérience et leurs meilleures pratiques. Donc, n'hésitez pas en tout cas à consulter ce contenu. Jonas, vous avez fait une petite description avec des copies d'écran notamment du module Mon Éco-Performance. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez essayer gratuitement ce module vous-même. Il suffit de demander via un petit formulaire et on sera ravi de vous le mettre à disposition. Donc surtout, n'hésitez pas. Et enfin, si vous voulez reprendre contact avec Faustine, si vous voulez en savoir plus sur les solutions de Solstice, ou si vous voulez simplement en savoir plus aussi sur le module éco-performance, n'hésitez pas à prendre les coordonnées de chacun d'entre nous. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Merci à tous les participants. Merci à vous, Faustine. Merci, Mohamed et Xavier. Merci, Jonas. Donc, un grand merci particulier également à CFP et à vous, Faustine, parce que vous êtes le premier partenaire média de référence qui nous fait confiance dans le cadre de ce webinaire. Et donc, en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à CFP. C'est une excellente idée à glisser sous le sapin. Donc voilà, si je crois bien que vous avez un numéro spécial pour janvier qui devra rentrer plus dans le détail. Oui, froid, data center, voilà, plein de sujets qu'on a un peu évoqués Voilà. aujourd'hui. Plein de choses à venir sur janvier 2026. Donc, si vous souhaitez poursuivre les échanges, n'hésitez pas avec eux. Nous, on remet le couvert la semaine prochaine avec notamment un focus particulier justement sur l'IA. On a parlé de data center. Eh bien, là, la semaine prochaine, ce sera sur l'IA et dans quelle mesure elle peut se mettre au service des économies d'énergie. Et on verra des démos précise et du réel. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de terminer l'année sur ce thème qui est très dynamisant et très inspirant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Bonne journée. Merci À Arnaud. bientôt, au revoir.